Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie tout d'abord de nous donner l'opportunité aujourd'hui de venir exposer notre conviction quant à la sûreté et la fiabilité actuelle de notre parc en exploitation et à notre capacité de l'améliorer encore, puisque c'est un élément clé de notre projet industriel. D'abord, notre projet industriel est assez simple, on a une seule priorité, notre première priorité, c'est la sûreté nucléaire, vous l'avez bien compris. Nous avons en effet aujourd'hui la responsabilité de l'exploitation du premier parc nucléaire mondial. Et comme le prescrit l'AIEA, le premier responsable de la sûreté, c'est l'exploitant. Notre responsabilité, c'est donc d'améliorer en permanence la sûreté de notre parc. Celle-ci s'est constamment améliorée au cours du temps, grâce en particulier au retour d'expérience et tous les 10 ans, sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, nous procédons à une réévaluation complète du référentiel de sûreté. C'est-à-dire que la conception est revue en profondeur en intégrant le retour d'expérience et les évolutions techniques et scientifiques. Notre parc a déjà donné beaucoup à la France, beaucoup plus que sa promesse d'origine. On a donné une électricité sûre, compétitive, décarbonée, contribuant à l'indépendance énergétique du pays, et autour de laquelle s'est constituée une filière industrielle elle-même exceptionnelle, riche en emplois, troisième secteur industriel après l'automobile et l'aéronautique. Aussi, notre projet est relativement simple. Il consiste à maintenir et exploiter ce parc dans la durée, aussi longtemps que ce sera possible et utile pour la collectivité. Bien entendu, ce parc nécessite des travaux de maintenance et d'amélioration de la sûreté que nous sommes prêts à engager, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici. Bien évidemment, le cap des 40 ans est quand même un cap important. Et la question est évidemment, la prolongation est-elle possible ? On a bien conscience, et nous sommes les premiers conscients, que cette étape représente une étape majeure, tant sous l'angle politique, que sous l'angle technique, que sous l'angle réglementaire. Nos centrales ont clairement, en effet, été initialement conçues... Sous l'angle financier. Et sous l'angle financier, j'y reviendrai tout à l'heure. Elles ont en effet été initialement conçues et construites pour une durée de vie technique de 40 ans, c'est clair. Les études de dimensionnement et la qualification des matériels ont bien été réalisées pour 40 ans. En même temps, elles ont été construites sous modèle américain, celui de Westinghouse, avec des centrales de référence qui ont obtenu ou sont en voie d'obtenir une licence de 60 ans. La centrale de Beaver Valley, par exemple, qui a servi de référence pour notre palier 900 MW. 60 ans qui fait 50 ans chez nous. Hein, voilà. Non, j'y reviendrai tout à l'heure. Je peux vous amener les chiffres sur ce point-là, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Parce que le point de départ, on a travaillé là-dessus. Le point de départ, c'est la connexion au réseau, en gros. J'ai tous les chiffres. Apparemment, c'est le premier béton chez les Américains. Non, c'est juste pour savoir de quoi on parle. J'ai les chiffres devant vous. Je pourrais vous les laisser sur des gribouillets, mais je pourrais vous les envoyer. Très clairement, il y a 40 ans entre la date de connexion au réseau et la date de fin de licence des premières 40 ans. Je peux vous donner toutes les dates en question. Pour les États-Unis, puisqu'en France, il n'y a pas de licence de 40 ans, puisque le principe, c'est que tous les 10 ans, on améliore le niveau de sûreté. Mais je pourrais vous envoyer les éléments si vous le souhaitez. On a toutes les données sur toutes les données américaines. On le souhaite. Donc la centrale de Beaver Valley, elle a obtenu de l'ARC l'équivalent d'une prolongation jusqu'à 60 ans. Et la centrale de South Texas, qui est plus récente, qui a servi de référence pour notre palier 1300 MW, est en cours également de procédure pour l'obtenir. Et plus généralement, un chiffre à retenir, c'est que la NRC a déjà accordé une prolongation d'activité au-delà de 40 ans jusqu'à 60 ans pour 74 des 100 réacteurs américains. Et à fin 2012, 21 réacteurs aux États-Unis ont déjà dépassé une durée de fonctionnement de 40 ans. En fait, d'un point de vue sûreté, la possibilité d'aller au-delà de 40 ans, et ça fait écho au grand carénage, repose clairement sur deux éléments essentiels. Tout d'abord, il faut que tous les composants de nos centrales puissent fonctionner en toute sûreté au-delà de 40 ans. Dans une centrale nucléaire, tous les composants sont remplaçables, à l'exception de la cuve et de l'enceinte de confinement. Les composants remplaçables font donc l'objet soit de rénovation, soit de remplacement. Et il faut noter que cela correspond au cycle normal de vie des matériels concernés. Ainsi, les générateurs de vapeur, les alternateurs, les transformateurs, qui sont des gros composants que je cite par exemple, ont souvent des durées de vie techniques comprises entre 25 et 35 ans. C'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde. Ces composants nécessitent soit de grosses opérations de rénovation, par exemple ce qu'on appelle des rebobinages d'alternateurs, soit des opérations de remplacement pour une large partie, par exemple des générateurs de vapeur notamment. Ces investissements sont donc souvent nécessaires aux alentours de 30 ans. Et naturellement, vous comprenez bien qu'une fois réalisés, ils permettent de fonctionner techniquement pendant environ 30 nouvelles années. La cuve et l'enceinte de confinement font l'objet de programmes de surveillance, de recherche, de maintenance
et particulièrement élaborés. Ces programmes nous conduisent à estimer que l'essentiel de nos réacteurs peuvent fonctionner jusqu'à 60 ans au moins. Sur le plan purement technique du paramètre qui mesure la capacité des cuves à résister aux accidents graves, les cuves de nos réacteurs sont clairement nettement meilleures que les cuves des réacteurs américains. Tout simplement parce qu'elles ont été fabriquées grâce au tissu industriel français très développé des années 80, qui s'est constitué grâce à l'effet palier que nous avons collectivement créé dans ce pays. On voit bien le paradoxe technique d'ailleurs, injuste pour la réputation de notre industrie, à ce que les cuves américaines soient prolongées, alors que nos cuves ne pourraient pas aller au-delà de 40 ans, paradoxe qui, j'en suis sûr, sera exploité par les compétiteurs d'Areva demain pour le nucléaire neuf. On a parlé de la cuve de Tricastin ce matin, pas de commentaire. Oui, je pourrais y revenir si vous voulez. Il y a quelques défauts, effectivement, qui sont sur surveillance et qui n'ont pas évolué depuis 30 ans. Ensuite, nous devons améliorer le niveau de sûreté de nos réacteurs, à un niveau fixé par l'autorité de sûreté, sous le contrôle du Parlement, et notamment de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En effet, la réglementation française, formalisée par la loi Transparence et Sûreté nucléaire de 2006, ne prévoit pas, vous le savez, contrairement à la réglementation américaine, de limitation dans le temps à l'autorisation d'exploiter, mais elle repose sur les examens de sûreté périodiques, à un intervalle maximal de 10 ans, qui conditionne la poursuite d'exploitation. À chacun de ces examens, la loi exige qu'une réévaluation à la hausse du niveau de sûreté soit opérée, qui doit prendre en compte le retour d'expérience et l'amélioration des connaissances. En tant qu'exploitant, donc premier responsable, encore une fois, de la sûreté, nous partageons largement l'approche d'amélioration permanente. Et nous la menons depuis le début des années 90, avant même qu'elle n'ait été fixée ou codifiée dans la loi. Tout simplement parce qu'il est clair que pour des réacteurs construits pour des décennies, il est fondamental d'améliorer le niveau de sûreté en prenant en compte ce que nous avons largement d'ailleurs fait via des travaux importants. Nous prenons en compte 3 points. L'amélioration de la connaissance. On a une meilleure connaissance aujourd'hui des séismes que ce qu'on avait dans les années 70. On a également des moyens de calcul aujourd'hui en matière d'ordinateurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait dans les années 70. Donc on est capable de modéliser aujourd'hui des phénomènes qu'on n'était pas capable de modéliser dans les années 70. Mais on prend surtout en compte le retour d'expérience des incidents et des accidents dans le monde. Ainsi, nous avons, suite aux accidents de Three Mile Island en 1979 et de Tchernobyl en 1986, mis en place des équipements sur nos centrales pour prévenir les explosions d'hydrogène et les contaminations de long terme en cas d'accident nucléaire, ce que nous appelons dans notre jargon les recombineurs et les filtres à sable, vous avez peut-être entendu déjà ces noms-là. Équipements qu'ils, s'ils avaient adaptés et mis en place à Fukushima, auraient évité les explosions d'hydrogène que vous avez vues à la télévision et la contamination long terme des territoires sur plusieurs dizaines d'années probablement que vous constatez aujourd'hui au Japon. Il n'empêche qu'après Fukushima, nous voulons aller encore plus loin avec un objectif simple, ne pas avoir, quel que soit l'accident, de contamination long terme des territoires comme nous en avons vu à Fukushima et comme nous en voyons à Fukushima. Il en va vraiment de notre responsabilité d'exploitant. C'est le sens des travaux que nous menons sur nos réacteurs, de renforcement de la conception. Mais certains nous ont dit, et à juste titre, qu'il fallait aussi faire face à l'inconcevable. Par définition, l'inconcevable ne peut pas être pris à la conception, par définition. Donc de là, la mise en place de la force d'action rapide nucléaire, qui est en complément de la conception. C'est aussi le sens des actions que l'on mène dans l'Association mondiale des exploitants nucléaires, qui est présidée par quelqu'un d'EDF, mais aussi le sens du support que nous apportons à notre autorité de sûreté ainsi qu'aux travaux de l'AIEA, tant à l'occasion de la précédente convention sur la sûreté nucléaire qui a eu lieu il y a 2 ans, qu'à l'occasion de celle à venir dans les mois qui viennent, qui sera, elle, présidée par André-Claude Lacoste. Enfin, et je dirais c'est le 3e point qui me paraît extrêmement important, il faut prendre en compte l'évolution de l'environnement. Nous avons ainsi revu et augmenté en profondeur la robustesse de nos installations aux inondations, pour tenir compte du retour d'expérience et de la multiplication d'événements climatiques, comme la tempête de 1999, qui était quand même la première tempête de type tropical qu'on a eue dans ce pays. Aujourd'hui, nos centrales passent progressivement l'étape des 30 ans. Précisément, la situation est la suivante. À date, on a 19 réacteurs qui ont terminé leur 3e visite décennale, parmi lesquels 5, d'ores et déjà, ont reçu un avis positif sur la poursuite de leur exploitation. Et plus généralement, l'ASN... Dont Fessenheim. Dont Fessenheim. L'ASN n'a pas identifié d'éléments mettant en cause la capacité d'EDF à maîtriser la sûreté des réacteurs de 900 MW jusqu'à 40 ans après leur première divergence. Cet avis générique est important, même si les autorisations doivent être obtenues réacteur par réacteur. C'est le sens de la loi. Alors, l'extension de la durée de fonctionnement au-delà de 40 ans a d'ores et déjà fait l'objet d'échanges nourris avec l'autorité de sûreté. Pour franchir les 40 ans, l'ASN a demandé à EDF que la réévaluation de sûreté à l'étape de 40 ans soit faite au regard
des objectifs de sûreté définis pour les nouveaux réacteurs. C'est un objectif ambitieux qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Nous le comprenons dans la mesure où le franchissement du seuil technique des 40 ans sera en effet conjugué à la présence à cet horizon de temps des réacteurs de génération 3 dont la conception répond à des exigences de sûreté renforcées en France et dans le monde. Mais sur le fond, ces exigences, quand on regarde bien, visent à limiter dans l'espace et dans le temps les conséquences pour la population qu'aurait un accident grave avec fusion du cœur, en évitant des rejets importants et des effets durables dans l'environnement. Et nous travaillons, et nous avons déjà travaillé largement dans ce sens. Et d'ailleurs, dès les années 2010, puisque suite au groupe permanent d'experts qui s'est tenu en janvier 2012, l'ASN a confirmé dans sa lettre du 28 juin 2013 que la méthodologie que nous proposons est globalement satisfaisante. Dans ce courrier, il est clair également que l'ASN définit ses attentes sur le référentiel de sûreté pour préparer les futures 4e visites décennales, des centrales 900 MW. Et sur le fond, et sous réserve quand même des derniers résultats de l'analyse complémentaire que l'on a en cours, ce courrier correspond au programme de travail durée de fonctionnement actuellement réalisé par EDF. Des compléments ont été demandés, clairement. Il nous a été demandé, je cite, de formuler des propositions d'amélioration de sûreté de l'entreposage des combustibles usés. Nous venons d'apporter par un courrier que j'ai signé la semaine dernière des propositions concrètes en la matière. Bien entendu, ces études et discussions avec l'autorité de sûreté vont se poursuivre en 2014. Elles sont habituelles pour chaque examen de sûreté. Elles portent sur l'ensemble du palier 900 MW et n'enlèvent rien au fait que, in fine, l'ASN se prononcera réacteur par réacteur pour une période de 10 ans après chaque visite décennale. La difficulté de ce type de discussion, parce qu'il y en a quand même une, que nous avons souvent rencontrée, est de ne pas mélanger objectif de sûreté, dont la définition incombe à l'autorité de sûreté sous votre contrôle, et que celle-ci a formulé, et moyens pour y répondre, dont la responsabilité incombe à nous, exploitants, aidés du tissu industriel. EDF a ainsi engagé le début d'un programme de travaux à la fois pour maintenir son parc en bon état de fonctionnement, améliorer la sûreté et dans la perspective de rendre possible une prolongation au-delà de 40 ans. Alors après, la question qui vient naturellement, c'est quel est l'intérêt de ce programme de travaux, donc de la prolongation? Alors certes, ces investissements représentent un coût significatif pour EDF, de l'ordre de 55 milliards d'euros. D'ici 2025, je pourrais, dans les questions-réponses, vous en donner le détail tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Afin de conserver la compétitivité du parc nucléaire existant pour la durée de la prolongation. Je voulais juste simplement signaler que sur la compétitivité, les travaux de la Cour des comptes menés en 2012 ont évalué à 54 € 2010 le coût complet économique de production du parc nucléaire existant sur la période 2011-2025. Investissement initial, combustible, exploitation, déconstruction, mais en intégrant cette charge déjà de rénovation et d'amélioration continue de la sûreté. Nous travaillons actuellement, vous le savez, avec la Cour pour lui permettre de réactualiser ces chiffres dans le cadre de l'enquête que votre commission lui a confiée. Je peux d'ores et déjà vous dire que nos estimations sur les coûts d'investissement ont peu changé depuis le rapport de janvier 2012, car nous avons mis en place un dispositif de maîtrise de ces projets permettant d'en sécuriser la réalisation et d'en limiter la charge industrielle et financière. On arrive ainsi à un chiffre d'environ 55 € par mégawattheure, qui est à comparer au coût des solutions alternatives que vous connaissez. Le coût de développement des moyens thermiques classiques, c'est de l'ordre de 70 à 100 € par mégawattheure. Le tarif de rachat actuel des moyens ENR, entre 85 et 300 € par mégawattheure, 85 pour l'éolien terrestre, jusqu'à 300 pour le photovoltaïque intégré en toiture. Cela sans intégrer, bien sûr, les surcoûts de renforcement du réseau, en particulier de distribution et de backup que ces énergies nécessitent du fait de la variabilité de leur production. Du point de vue économique, le parc nucléaire existant constitue donc la source de production d'électricité la plus compétitive et aussi d'ailleurs la plus décarbonée sur au moins la décennie qui vient. Bien entendu, ceci ne préempte en rien les choix de politique énergétique qui pourront être faits sur la composition du mix. Je dirais plutôt que le parc existant nucléaire nous donne un petit peu de temps pour préparer le mix électrique de demain avec des filières éprouvées sur le plan économique et industriel. Enfin, et je sais que c'est l'objet de l'audition suivante, ces investissements constituent aussi, peuvent être surtout en cette période de crise économique, une véritable opportunité pour notre industrie, en particulier pour la filière nucléaire française. Le comité stratégique de la filière nucléaire française, présidé par M. Montebourg, a évalué un volume de 110 000 embauches à réaliser d'ici 2020 dans la filière du nucléaire pour le parc existant et le nouveau nucléaire. Il s'agit d'emplois hautement qualifiés dans la métallurgie, la mécanique, l'électronique. Ces embauches sont pour partie le renouvellement d'emplois existants et pour partie des créations nettes d'emplois. Ces emplois sont largement répartis sur le territoire. Une part d'entre eux sont locaux et très clairement au plus près des centrales, donc dans des territoires souvent déshérités sur le plan économique et industriel. En conclusion, donc, vous l'avez compris, notre projet industriel, c'est de maintenir et d'exploiter le parc nucléaire existant
qui procure une électricité sûre, compétitive, décarbonée. Ce projet suppose de réaliser des investissements, à la fois de maintenance lourde et d'amélioration de la sûreté, dont une part est nécessaire avant 40 ans, mais qui ne font évidemment sens industriel que dans une perspective de prolongation du parc, compte tenu de l'ampleur et du calendrier de ces investissements. Ce projet suppose donc que nous puissions avoir une certaine visibilité dans notre perspective de pouvoir prolonger les réacteurs, même si les autorisations ne sont évidemment octroyées in fine que tranche par tranche tous les 10 ans. Ce projet ne préempte encore une fois aucun choix politique de long terme, en particulier en faveur du développement de la MDE et des ENR, qui sont désormais des priorités stratégiques pour le groupe EDF, vous l'avez compris. Bien conscient de leur importance dans la préparation de l'avenir énergétique de la France et de l'Europe, je vous renvoie pour ça aux résultats du groupe EDF en 2013, présenté la semaine dernière, qui montre une croissance de la production de nos énergies renouvelables de 23% en France, et pour la 4e année consécutive, un volume d'investissement de développement plus élevé dans les renouvelables que dans le nucléaire. Ce ne sont pas juste des mots, lorsqu'on dit que, de notre point de vue, la prolongation du parc nucléaire existant n'est pas contradictoire, mais complémentaire avec la diversification des moyens de production d'énergie. D'ailleurs, et pour témoigner mon propos, je vous donnerai quelques chiffres qui sont moins connus, mais je vous rappellerai qu'en matière de puissance électrique installée en France, le parc nucléaire représente 63% de la puissance EDF, et si on prend l'ensemble des moyens électriques installés en France, le parc nucléaire français représente aujourd'hui 49% de la puissance totale installée en France. Merci pour tous ces chiffres. N'hésitez pas à nous envoyer le détail des 55 milliards. Ça nous concerne et nous, au plus haut point, parce que je ne suis pas sûr qu'au cours de l'audition, on ait le temps de voir le détail, même si j'imagine que le rapporteur a quelques questions complémentaires à vous poser.